Bonjour, alors je suis désolée, j'ai eu des petits soucis techniques, c'est mon premier direct Facebook, donc désolée pour le délai de connexion qui a été un petit peu plus retardé que prévu. Alors bonjour, pendant que les gens continuent à se connecter et avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends quelques minutes pour vous souhaiter la bienvenue à ce direct Facebook de Prénato qui s'intitule Le diabète gestationnel en 20 questions pour la nutritionniste. Et la nutritionniste aujourd'hui qui répond à vos questions, c'est moi. Je suis Marie-Jean Cournoyer et je vous partage un petit peu la raison pourquoi j'ai choisi ce sujet. En fait, tout au long de ma carrière, tant au CHU Sainte-Justine en obstétrique néonatologie, puis aussi comme déléguée à l'Ordre des zététistes nutritionnistes pour le comité d'experts au lot, le groupe stratégique de formation en allaitement, et maintenant en pratique privée en périnatalité avec référence nutrition. J'ai pu constater qu'il y a beaucoup d'informations sur la grossesse et aussi beaucoup d'informations sur le diabète en général, mais il y a vraiment beaucoup moins d'informations en ce qui concerne spécifiquement le diabète gestationnel, qui est un peu différent là, de ce qu'on peut observer dans d'autres formes de diabète. Donc, dans la prochaine demi-heure, je vais tenter de répondre aux questions les plus communes là, que j'observe dans ma pratique en lien avec le diabète gestationnel et puis qui inquiètent, en tout cas qui sont soulevées par plusieurs mamans. Donc, pour commencer, première question, qu'est-ce que le diabète? C'est vraiment la base. Alors, de bien comprendre ce que c'est, ça nous aide à comprendre la suite. Donc, le diabète, c'est une maladie qui empêche notre corps d'utiliser correctement l'énergie provenant du sucre des aliments. Donc, dans les aliments, il y a différentes sources d'énergie et la plus importante, c'est le sucre. C'est pour ça que c'est vraiment un gros problème quand notre corps ne peut pas bien absorber l'énergie qui provient du sucre, étant donné que c'est la principale source d'énergie pour le corps humain et en particulier, là, dans le fond, c'est important pour le cerveau. Donc, normalement, une fois que le sucre est mangé et digéré, il va se retrouver en circulation dans le sang. Quand les cellules du corps ont besoin d'énergie, il y a une hormone qui s'appelle l'insuline qui va agir comme une clé pour débarrer, si on veut, la porte des cellules puis permettre au sucre d'entrer dans les cellules et de leur donner l'énergie dont elles ont besoin. Mais dans le cas du diabète, comme je l'ai mentionné, il y a un problème pour gérer l'énergie, pour absorber l'énergie du sucre. Et puis le sucre n'est pas capable d'entrer dans les cellules du corps, il reste en circulation dans le sang. Donc il y a deux possibilités. Soit qu'il n'y a pas d'insuline, donc la fameuse hormone insuline qui permet de débarrer les cellules, soit il n'y en a pas. C'est ce qu'on appelle le diabète insulinodépendant, parce que ça dépend de l'insuline, ou souvent on va référer au diabète de type 1, ou autrefois au diabète juvénile. Ou bien c'est parce que l'insuline ne fonctionne pas correctement, pour toutes sortes de raisons. Donc, dans ce cas-là, il y a de l'insuline, mais soit elle n'est pas en quantité suffisante ou elle ne travaille pas correctement. C'est ce qu'on appelle le diabète non insulinodépendant, donc il ne dépend pas de l'insuline puisqu'elle est présente, et qu'on dit des fois de type 2. Dans les deux cas, le résultat c'est le même. Là. Les cellules ne reçoivent pas l'énergie dont elles ont besoin. La quantité de sucre dans le sang, il va augmenter parce que le sucre, au lieu d'aller dans les cellules donner de l'énergie, il va s'accumuler dans le sang avec toutes sortes de problématiques reliées à ça. Maintenant, deuxième question, plus précisément, c'est quoi le diabète gestationnel? Ça se peut qu'au cours de la présentation, je réfère au DG, c'est l'acronyme pour le diabète gestationnel. Donc, c'est quoi le diabète gestationnel, le DG? Pendant la grossesse, il y a différentes hormones, comme le lactogène placentaire humain, l'estrogène, la progestérone, qui sont sécrétées par le placenta parce qu'ils sont nécessaires pour le développement du bébé. Mais ces hormones-là vont aussi avoir des effets sur le corps, différents effets, puis entre autres, ils vont empêcher l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui débarre les cellules, je vous rappelle, de faire son travail, puis de débarrer justement l'entrée du sucre dans les cellules de la maman. Alors, on se retrouve encore avec une situation où le sucre va s'accumuler dans le sang plutôt que d'aller donner de l'énergie dans les cellules. Étant donné qu'il y a de l'insuline, mais que c'est comme un problème du fonctionnement de l'insuline, mais qu'elle est présente, on peut dire que le diabète de grossesse, le diabète gestationnel, ça ressemble plutôt au diabète de type 2, celui qui est non insulinodépendant, mais dans ce cas-là, c'est pas causé par des phénomènes physiologiques, mais c'est plutôt causé spécifiquement par les hormones de grossesse.
Alors, qui est à risque? Quelles mamans sont à risque de développer ce fameux diabète gestationnel? Bien, tout d'abord, ce qu'il faut savoir au sujet du diabète gestationnel et du diabète en général aussi, c'est qu'il y a une grande part génétique au diabète. Donc, les facteurs de risque sont souvent reliés à la génétique. Alors, c'est certain que des mamans qui ont soit eu du diabète de type 2, du diabète gestationnel ou des bébés de plus de 9 litres, donc de plus de 4 kilos, dans elles-mêmes ou dans leur famille. Donc, si leur soeur, leur mère ont déjà eu ces conditions-là, puis pour ce qui concerne le diabète de type 2, ça peut être même des papas, peu importe, dans la famille, s'il y a des histoires de diabète de type 2, ça va être, puis aussi du prédiabète, puis également des histoires de surplus de poids ou d'obésité dans la famille, mais ce sont tous des éléments qui nous rendent plus à risque au niveau génétique de développer le diabète gestationnel. Toujours au niveau de la génétique, il y a certaines communautés de différentes origines ethniques qui sont plus à risque aussi. Alors, dans la littérature scientifique, dans les articles scientifiques, on va rapporter les gens d'origine autochtone, latino-américaine, asiatique, arabe et africaine qui sont plus à risque de développer du diabète gestationnel. Encore une fois, en grande partie pour des raisons génétiques. Évidemment, il peut y avoir d'autres raisons. Par exemple, il y a des maladies endocrines. C'est des maladies du fonctionnement de certaines hormones qui peuvent perturber aussi le fonctionnement de l'insuline, encore plus dans le cas du diabète gestationnel avec les hormones de grossesse et tout. Donc, par exemple, on pourrait penser au syndrome des ovaires polykystiques, qui est une maladie qui peut augmenter le risque de développer du diabète gestationnel. Ensuite, il y a les mamans qui font moins d'activité physique, qui sont un peu plus sédentaires. Puis la raison pour ça, c'est pas une question de génétique dans ce cas-ci, c'est plus une question de fonctionnement du corps humain. C'est que l'activité physique, ça a l'effet de stimuler le fonctionnement de l'insuline. Donc, si les mamans ont tendance à être plus sédentaires, bien, il y a plus de risque là, à cause de leur mode de vie que leur insuline soit un petit peu moins stimulée puis que ça l'amène du diabète gestationnel. Alors, on va le voir plus tard, l'activité physique, c'est une des façons d'aider à contrôler le diabète gestationnel. Puis finalement, une autre raison qu'on peut avoir plus de risque d'avoir le diabète gestationnel, c'est si on est un peu plus âgé. Donc, les mamans, en vieillissant, vont avoir de plus en plus de risques de développer le diabète gestationnel. Puis ça, c'est tout simplement un effet du vieillissement, c'est que l'insuline, au fur et à mesure qu'on vieillit, elle va devenir de moins en moins efficace. Donc, une jeune maman de 25 ans va avoir moins de risques qu'une maman plus près, par exemple, de la quarantaine, de développer du diabète gestationnel. Et ça fait un peu le tour des facteurs de risque. Mais là, la prochaine question qui est souvent soulevée, c'est mais comment est-ce que je peux prévenir le diabète gestationnel, sachant que peut-être j'ai certains de ces facteurs de risque-là? Comment je peux prévenir le diabète gestationnel? Eh bien, étant donné que les principaux facteurs de risque sont génétiques, comme je vous ai mentionné, bien, ça fait partie de notre ADN, de notre corps, de notre composition. Alors, on ne peut pas vraiment les prévenir. Hein? On ne peut pas changer la famille d'où on vient et nos facteurs génétiques. Donc, il y a une grande partie qu'on ne peut pas prévenir. Par contre, on peut contrôler le diabète gestationnel en adoptant de saines habitudes de vie. Donc, évidemment, au niveau de l'alimentation, moi je suis nutritionniste. Aujourd'hui, c'est sûr que c'est mon sujet d'intérêt particulier. Mais aussi au niveau de l'activité physique, je vous l'ai mentionné déjà que quand on est plus sédentaire, ça stimule moins l'insuline, puis on a plus de risque de développer le diabète gestationnel, donc d'être un petit peu plus actif. Ça peut aussi permettre de prévenir, en tout cas, le développement pour des personnes qui sont plus à risque. Il y a ensuite la gestion du stress, puis on va revenir plus tard aux raisons du pourquoi, mais entre autres le stress, ça va aussi amener des hormones qui peuvent contribuer à développer le diabète gestationnel, puis aussi d'avoir des bonnes habitudes de sommeil. Puis ça, des fois, pendant la grossesse, ça peut être un peu un défi, mais c'est des choses importantes qui vont nous aider à prévenir le diabète gestationnel dans certains cas et ou si jamais on le développe, bien, au moins de contrôler la situation du diabète. Mais il faut quand même retenir, comme je l'ai mentionné, étant donné qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont liés à des facteurs génétiques sur lesquels on n'a pas de contrôle, que même une maman qui avait des parfaites habitudes de vie au niveau de l'alimentation, activité physique, sommeil, gestion du stress,
pourraient quand même développer du diabète gestationnel. Alors, si vous avez le diabète gestationnel, si on vous diagnostique le diabète gestationnel, il ne faut surtout pas vous sentir coupable. C'est pas de votre faute, c'est pas à cause de quelque chose que vous avez fait ou pas fait. Donc, c'est vraiment pas de votre faute. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça et laisser surtout personne vous culpabiliser pour ça. Mais par contre, on peut faire des choses pour prendre la situation en contrôle puis quand même contrôler la situation pour éviter des effets néfastes du diabète gestationnel. Puis on va y revenir un peu plus tard. Alors, prochaine question, plus en lien avec les causes du diabète gestationnel. Souvent, les gens ils vont me demander, est-ce que c'est le sucre qui cause le diabète gestationnel? Eh bien, non. Le sucre, même en excès, ça ne cause pas le diabète gestationnel ni les autres types de diabète. Donc, il y a des gens qui mangent très peu de sucre, qui vont quand même développer le diabète en général, le gestationnel ou autre. Il y a des gens qui mangent excessivement de sucre, qui ne développeront jamais le diabète, quelque forme qu'il soit. Donc, ce n'est pas une relation de cause à effet entre le sucre et le diabète. C'est certain que si on est à risque ou si on développe le diabète, si on mange trop de sucre, ça va contribuer à avoir des effets néfastes du diabète. Donc, c'est important de contrôler, mais ce n'est pas le sucre en lui-même qui cause le diabète gestationnel ou toute autre forme de diabète. Donc, c'est ça. Il faut juste ajuster, si on a le diabète, la quantité de sucre qu'on mange parce que ça va aider notre corps à mieux utiliser l'énergie du sucre. Une autre question, encore une fois, sur les causes du diabète gestationnel, qui revient souvent là, pour moi comme nutritionniste, c'est est-ce que le surplus de poids ou l'obésité cause le diabète gestationnel? Encore une fois, non. Le surplus de poids ou l'obésité, ça ne cause pas le diabète gestationnel. Il y a des gens, des mamans qui ont un poids tout à fait normal ou même qui sont un peu en dessous d'un poids normal qui vont quand même développer le diabète gestationnel. Puis, au contraire, il y a des gens qui sont en surpoids, qui sont obèses, qui ne développeront jamais le diabète gestationnel. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, on va dire qu'il y a une association. Je l'ai mentionné dans les facteurs de risque, des histoires de surpoids ou d'obésité. Ça contribue à être un facteur de risque parce qu'il y a des associations entre le diabète puis l'excès de poids. Mais la raison pour ça, c'est qu'on peut le comprendre, l'obésité et le surpoids, c'est lié à la façon dont notre corps va emmagasiner l'énergie. Puis comme je l'ai mentionné, le diabète, c'est aussi un problème d'utilisation de l'énergie par notre corps. Donc, on peut comprendre qu'il y a des liens entre ces deux problématiques-là, mais ce n'est pas un lien direct de cause à effet, que si on a un surpoids, ça cause le diabète. C'est pas un lien direct comme ça. C'est beaucoup plus complexe, puis c'est à cause des mécanismes physiologiques qui sous-tendent ces différentes problématiques-là. 7e question. Encore là, c'est lié justement aux problématiques du poids ou du surpoids. Il y a souvent des gens qui vont me demander à ce moment-là, mais est-ce que je devrais essayer de perdre du poids ou de ne plus prendre de poids pendant ma grossesse pour limiter là, les effets ou le diabète gestationnel ou les risques? Mais non, surtout pas. Tantôt, d'entrée de jeu, j'en ai parlé que le diabète gestationnel, c'est particulier. C'est pas comme les autres formes de diabète. Donc, une des particularités, c'est justement en lien avec ça. Dans d'autres formes de diabète, des fois, ça pourrait être une bonne idée d'essayer de perdre du poids ou de contrôler notre poids, mais dans le cas du diabète gestationnel, étant donné qu'on est dans la période de grossesse et que le bébé qui est en développement dépend de la maman, de ce que la maman mange pendant la grossesse pour avoir tous les éléments nutritifs nécessaires à son développement et à sa santé, bien, si la maman se prive de manger pour pouvoir perdre du poids ou arrêter d'en prendre, c'est sûr qu'il va y avoir des effets néfastes pour la santé et le développement du bébé. Ça peut amener des retards de croissance, de la prématurité ou, par exemple, un faible poids à la naissance. Donc, c'est quand même des effets importants. Alors, c'est important de ne surtout pas perdre du poids ou arrêter de prendre du poids. Par contre, avec un suivi, on peut établir des objectifs de prise de poids qui sont adéquats dans la situation d'un diabète gestationnel. Maintenant, 8e question. Mais comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer qu'il y a du diabète gestationnel? Alors,
habituellement, il y a un dépistage qui va se faire pour le diabète gestationnel, donc entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Il faut attendre à ce moment-là pour que les hormones de grossesse, qui sont sécrétées par le placenta, dont je vous ai parlé, qui interfèrent avec l'insuline, soient suffisamment présentes pour avoir commencé à perturber l'insuline. Donc, sinon, ça se pourrait qu'on ne détecte pas la présence de diabète gestationnel si on fait le test trop tôt, ou au contraire, ça se pourrait qu'on détecte du diabète gestationnel alors qu'il n'y en a pas, que c'est plus dû à des changements normaux du début de grossesse. Donc, entre la 24e semaine et la 28e semaine, c'est le bon moment là, pour faire le test de dépistage. Puis, en quoi ça consiste? C'est que, eh bien, premièrement, on va demander aux gens de venir à l'hôpital être à jeun, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas mangé, qu'ils n'ont pas consommé de sucre. Puis, on va faire tout de suite un test pour déterminer la quantité de sucre dans leur sang sans qu'ils aient mangé quand ils sont à jeun. Ensuite, on fait boire aux mamans un liquide très, très, très sucré. Puis, ce liquide sucré-là, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme effet sur notre corps en refaisant encore des tests de sang 1 heure après avoir bu le liquide très sucré et ensuite 2 heures après avoir bu le liquide très sucré. Puis en vérifiant les taux de sucre et l'évolution du taux de sucre, de la quantité de sucre qui va augmenter beaucoup suite à avoir bu le liquide très sucré, puis après ça va diminuer graduellement, mais la diminution graduelle de la quantité de sucre dans le sang va nous indiquer si le corps est bien capable d'absorber le sucre, que le sucre rentre dans les cellules et va donner de l'énergie, ou bien sinon, le sucre a plutôt tendance à rester dans le sang, puis à s'accumuler. Et si vraiment ça s'accumule trop, c'est là qu'on est capable d'établir que oui, il y a un problème avec l'insuline, avec les hormones de grossesse, et puis on a un diabète gestationnel. Maintenant, quels sont les symptômes du diabète gestationnel? Des fois, les gens se demandent, OK, mais si j'ai pas de dépistage, ou des fois, ça peut arriver qu'au moment de faire le dépistage, on n'observe pas de symptômes, des fois, mais plus tard, ça peut arriver, ou des fois, ça peut se présenter plus tôt dans la grossesse. Alors, comment on peut faire pour savoir quels symptômes qu'on peut observer si on a du diabète gestationnel? Étant donné que le corps, les cellules du corps vont manquer d'énergie, évidemment, ça se peut qu'on ressente de la fatigue, de la faiblesse, qu'on manque d'énergie, littéralement, parce que notre corps, justement, ne reçoit pas sa principale source d'énergie provenant du sucre. J'ai mentionné aussi que le sucre, comme source d'énergie, c'est la source d'énergie principale de notre cerveau. C'est particulièrement important pour le cerveau. Donc, si on a le diabète gestationnel puis qu'on ne reçoit pas suffisamment de sucre pour donner de l'énergie à notre cerveau, ça peut donner des maux de tête, des difficultés de concentration, puis un peu comme on appelle du brouillard mental. On oublie des choses, qu'on est un peu dans la lune. Ça peut donner ça parce que notre cerveau fonctionne un peu plus au ralenti par manque d'énergie. Ça se peut aussi que notre corps nous envoie des signaux, puis qui nous demande beaucoup de sucre, parce que même si on lui donne du sucre, même si on mange du sucre, le sucre, il ne va pas faire l'effet qui est supposé de rentrer dans la cellule puis d'aller donner de l'énergie. Donc, nos cellules, elles ne reçoivent pas le sucre dont elles ont besoin. Alors, elles vont crier famine, famine pour nous inciter à manger plus de sucre. Alors, les gens, des fois, quand ils ont le diabète gestationnel, les mamans, ils vont ressentir des envies pour certains aliments, ou en particulier des aliments très sucrés, comme des rages de sucre. C'est un symptôme aussi du diabète gestationnel. Également, l'excès de sucre accumulé dans le sang, c'est fatigant. Notre sang devient très, très sucré, puis notre corps le ressent, donc ça peut nous donner un peu mal au cœur parce que c'est trop sucré. Donc, on peut avoir de la nausée, peut-être pas des vomissements, ça peut aller jusqu'à des vomissements dans certains cas, mais surtout de la nausée. Aussi, le corps va essayer de se débarrasser ou en tout cas de diminuer la quantité de sucre qui s'accumule dans le sang. Puis sa façon de faire ça, c'est d'envoyer des signaux de soif intense pour nous faire boire, parce que si on boit davantage, ça va un peu diluer la quantité de sucre qui s'est accumulée. Donc, les mamans qui ont le diabète gestationnel peuvent observer qu'elles ont plus soif puis qu'elles boivent beaucoup sans arrêt. Puis, ça va aussi entraîner que notre corps, notre façon d'éliminer l'excès de sucre dans le sang, ça va être de nous faire pipi, donc d'éliminer le sucre via les urines. Donc, les mamans vont rapporter qu'elles ont beaucoup envie de pipi, puis des grandes quantités de pipi, en plus qu'elles boivent davantage, donc on va observer ça.
Et un dernier effet en fait, je ne voulais pas mentionner un dernier effet, mais avec tout ça, ce que je vous ferai remarquer, c'est que autant le manque d'énergie, le brouillard mental, d'avoir des envies alimentaires ou des rages de sucre, de la nausée et de faire pipi, d'avoir soif, c'est aussi des symptômes qui sont caractéristiques de la grossesse. Alors, des fois, c'est difficile de déterminer est-ce que c'est juste la grossesse qui nous donne ces symptômes-là ou c'est vraiment le diabète gestationnel. Puis pour ces raisons-là, mais si on ne faisait pas les dépistages, il y a beaucoup de mamans qui ne s'apercevraient pas qu'elles ont en fait du diabète gestationnel parce que c'est un peu des symptômes similaires à ceux qu'on va observer pendant la grossesse. Alors, on est déjà rendu à la moitié de mes questions. Donc, la 10e question, quels sont les risques du diabète gestationnel? Et si le diabète gestationnel est mal contrôlé, ça peut avoir plusieurs effets néfastes possibles, autant pour la maman que pour le bébé. Par exemple, la maman, comme je l'ai mentionné, elle n'aura pas suffisamment d'énergie, donc elle peut être fatiguée, manquer d'énergie, brouillard mental. Ça peut aussi avoir un impact sur la pression, sur la tension, puis faire augmenter la pression. Ça peut causer de l'enflure, surtout aux extrémités, mais avoir de l'enflure, puis aussi un surplus de liquide amniotique. Pour le bébé, le bébé va être dans un environnement où est-ce qu'il y a beaucoup de sucre qui circule. Donc, puis lui, son insuline, ou en tout cas son niveau d'énergie, il fonctionne comme il faut, donc il va capter beaucoup de sucre. Puis le bébé, à cause de ça, il peut devenir très grand et très gros. Ça va souvent donner des bébés qui vont peser plus de 4 kg ou 9 livres à la naissance. C'est ce qu'on appelle la macrosolie. Donc, si vous avez déjà entendu ce terme-là, c'est un bébé de plus de 4 kg ou 9 livres. Ça veut dire que le bébé a capté plus d'énergie qu'il aurait dû pendant son développement dans le ventre de la maman. Le surplus de liquide amniotique dont je vous ai parlé pour la maman, puis le fait que le bébé soit plus gros, ces deux facteurs-là qu'on met ensemble, ça augmente le risque d'avoir une naissance prématurée. Donc, ça se peut que le corps, il sent que là, on est plus près de l'accouchement qu'on ne l'est vraiment. Donc, il y a plus de risque d'avoir un bébé prématuré à cause du diabète gestationnel. Aussi, là, étant donné que le bébé est plus gros, ça peut rendre l'accouchement plus difficile. Entre autres, on va souvent avoir un blocage au niveau des épaules. On appelle ça la dystocie. Puis des fois, ça peut amener même qu'on soit obligé de faire des césariennes plutôt que d'avoir un accouchement naturel, étant donné qu'il y a des blocages en lien avec la grosseur du bébé qui est plus importante. Une fois que le bébé est né, étant donné que lui s'est adapté à un environnement où est-ce qu'il y avait beaucoup de sucre disponible, puis que son corps est habitué à cette situation-là, quand il va commencer à s'alimenter avec le lait maternel, il ne va pas retrouver la même quantité de sucre disponible. Puis à ce moment-là, son corps, ça se peut qu'il réagisse pas bien à ça, puis que là, le taux de sucre du bébé soit trop faible. On appelle ça des hypoglycémies. C'est une diminution du taux de sucre dans le sang du bébé qui est réactionnelle parce que le bébé s'est adapté pour vivre dans un environnement où est-ce qu'il y avait beaucoup de sucre, alors que dans la réalité, une fois qu'il est né, il n'y a plus autant de sucre de disponible. Puis, il y a aussi d'autres risques associés à la naissance, soit d'un bébé prématuré ou directement d'un bébé qui est né d'une maman qui avait du diabète gestationnel mal contrôlé. Donc, plus de risques d'avoir de la jaunisse, d'avoir une faible quantité de calcium dans le sang, puis d'avoir des problèmes respiratoires aussi, des difficultés respiratoires. Donc, c'est quand même pas des effets négligeables, c'est des risques importants. Alors, c'est vraiment important de faire le dépistage du diabète gestationnel, puis de mettre des stratégies en place pour bien contrôler le taux de sucre dans le sang, même si on a le diabète gestationnel. Bon, là, je viens de vous parler de aussi l'accouchement qui peut être plus difficile. Il y a aussi des mamans qui se questionnent à savoir, est-ce que j'aurai encore le diabète après l'accouchement? Mais dans la plupart des cas, étant donné que c'est les hormones de grossesse qui vont interférer avec l'insuline, puis que les hormones de grossesse vont disparaître quand le placenta va être rejeté du corps de la maman, normalement, l'insuline va être capable de reprendre son travail, puis il n'y aura plus de diabète. Par contre, il y a certaines femmes qui vont continuer d'avoir du diabète, mais là, étant donné qu'il n'y a plus d'hormones de grossesse qui sont présentes pour interférer avec l'insuline,
on va considérer dans ces cas-là que c'est plutôt du diabète de type 2, donc non insulinodépendant, mais qui n'est pas non plus de grossesse. Puis d'ailleurs, les mamans qui ont eu du diabète gestationnel sont plus à risque éventuellement de développer du diabète de type 2 dans la vie. Donc, comme je l'ai mentionné, il y a des facteurs génétiques communs au diabète gestationnel et au diabète de type 2. Ensuite, prochaine question, déjà la 12e. Peut-on guérir le diabète gestationnel? La réponse courte, c'est non. Parce qu'il n'y a pas moyen de changer la façon dont notre corps utilise l'énergie du sucre. Pour le moment, ce n'est pas possible. Il y a un problème avec le fonctionnement de notre insuline et les hormones de grossesse. Puis ça, c'est comment notre corps a été programmé pour fonctionner. On ne peut pas changer ça. Par contre, en sachant que notre corps a de la difficulté à utiliser l'énergie du sucre correctement, on peut adopter des stratégies, on peut faire des choses pour l'aider à mieux absorber l'énergie du sucre de différentes façons. Alors, justement, prochaine question. Quels sont les moyens utilisés pour contrôler le sucre dans le sang? Bien, voilà les stratégies qu'on va utiliser. Dans la majorité des cas, juste en adoptant des bonnes habitudes de vie, ça va permettre de mieux contrôler le taux de sucre. On va parler d'une combinaison de, comme je l'ai déjà mentionné, d'abord l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la source du sucre. Ça vient de notre alimentation. Donc, on va pouvoir faire des changements à ce niveau-là pour contrôler les quantités de sucre. On va pouvoir faire des changements au niveau de l'activité physique. Comme je l'ai mentionné, l'activité physique, ça stimule le fonctionnement de l'insuline. Donc, si on est plus sédentaire ou même si on n'est pas sédentaire, on peut encore plus activer et faire un petit peu plus d'activité physique à des moments de la journée pour stimuler le fonctionnement de notre insuline. Ça va être important aussi de bien gérer notre stress. On le sait, la période de la grossesse, ça peut être une période très stressante. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a du stress, il y a une hormone de stress qu'on appelle le cortisol. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette hormone-là. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et comme les hormones de grossesse, le cortisol, l'hormone du stress, elle nuit au fonctionnement de l'insuline. Alors, on a déjà les hormones de grossesse qui sont présentes qui dérangent notre insuline. Là, si on ajoute en plus les hormones du stress, ça en fait beaucoup. Donc, c'est important de bien avoir des bonnes techniques ou des méthodes pour gérer notre stress là, pendant la grossesse. Puis la quatrième habitude de vie qui est très, très, très importante, puis qu'on néglige souvent, puis encore là, qui peut être un peu un défi pendant la période de la grossesse, c'est le sommeil. Donc, le sommeil, étant donné qu'il y a des liens entre le sommeil puis la physiologie, la façon que notre corps il va gérer l'énergie. Comme je l'ai mentionné, le diabète, c'est un problème d'utilisation de l'énergie. Mais pour ces raisons-là, le sommeil, c'est important. D'avoir une bonne qualité et quantité de sommeil. Puis des fois, il y a des changements à apporter à ce niveau-là. Le défi, c'est que ces habitudes de vie-là, si on était dans d'autres types de diabète de type 2 par exemple, on pourrait faire des changements de ces saines habitudes de vie-là de façon graduelle, puis y aller avec des objectifs petit à petit. Mais là, dans le cas du diabète gestationnel, ça prend des changements quand même assez intenses puis rapides, parce que la grossesse, ça dure seulement 40 semaines. Puis je vous ai mentionné qu'on fait les tests de dépistage entre la 24e et la 28e semaine. Donc, on a déjà une partie de la grossesse de passée. Il nous reste plus beaucoup de temps pour faire tous ces changements-là. Fait que ça, c'est un gros défi. Mais ce qui est différent avec le diabète gestationnel par rapport à d'autres types de diabète, comme le diabète de type 2, c'est que ces changements intenses-là, ça va être temporaire. C'est vraiment pendant la période de la grossesse. Puis une fois qu'on va avoir accouché, on va pouvoir reprendre des habitudes plus comme avant ou refaire des changements plus graduels si on a besoin. Donc, c'est ça. Mais c'est quand même un défi, puis comme j'ai mentionné qu'il ne fallait pas trop être stressé, il faut avoir ça avec une approche pour réussir à relever ces défis-là. Dans certains cas, ça peut arriver par contre que malgré qu'on utilise toutes ces stratégies de changement d'habitude de vie, ça ne soit pas suffisant. Alors, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a vraiment des habitudes de vie optimales, il fait tout ce qu'il faut, puis malgré tout, il y a encore du diabète de grossesse,
Ou des fois, ben, il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre en application pendant la grossesse. Par exemple, si une maman doit être alitée parce qu'elle a un risque de travail prématuré, bien, ça se peut que là, elle ne puisse pas faire d'activité physique autant qu'on voudrait. Donc, on va être limité avec les stratégies de changement d'habitude de vie. Et si ça ne suffit pas, bien, à ce moment-là, on est obligé d'utiliser de la médication pour pouvoir aider davantage notre corps. Puis d'ailleurs, je dis ça, mais il y a aussi des gens que par choix, c'est des, tu sais, je l'ai mentionné, là, c'est des changements très intenses qu'il faut faire sur une courte période. Puis il y a des gens que c'est pas possible pour eux. Et puis par choix, ils vont préférer utiliser de la médication plutôt que de faire ces changements intenses-là parce que c'est trop demandant. Fait qu'il y a différentes stratégies au niveau des habitudes de vie. Puis il y a aussi de la médication qu'on peut utiliser pour contrôler le taux de sucre dans le sang. Alors, quatrième question, justement en lien avec, 14e, question, justement en lien avec la médication, qui préoccupe vraiment beaucoup de mamans. Là, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce que je vais devoir m'injecter de l'insuline? Donc, pour traiter le diabète en général, il y a vraiment plusieurs médicaments, mais la plupart des médicaments qui ne sont pas injectables, qui ne sont pas de l'insuline, pourraient avoir des effets secondaires qui sont dangereux pour la santé ou le développement d'un bébé. Donc, pour ces raisons-là, l'insuline, qui est sécuritaire pour le bébé, c'est vraiment le médicament de choix pour traiter le diabète gestationnel. Encore une fois, tantôt je vous le mentionnais, dans le diabète de type 2, on va pouvoir faire des changements plus graduels, puis on va pas utiliser l'insuline tout de suite, ça devient un médicament qui arrive plus tard là, dans les étapes de médication. Mais dans le cas du diabète gestationnel, c'est plus particulier, puis donc on va rapidement analyser ou étudier l'option d'utiliser l'insuline comme médication. Puis c'est important de se souvenir que si jamais on doit utiliser de l'insuline pour le traitement, pour contrôler votre taux de sucre, parce que vous avez du diabète gestationnel, mais c'est pas une punition, c'est pas un échec, c'est pas parce que vous n'avez pas fait ça comme il faut ou que vous n'êtes pas bonne, c'est juste qu'on a un outil de plus pour à utiliser, puis que dans votre cas, bien, le corps il a besoin de plus d'aide qu'on n'est pas capable de lui fournir juste avec des changements d'habitude de vie. Donc, encore une fois, on a tout un éventail d'outils, dont la médication. Puis, on est capable de relever le défi là, avec cet outil-là de plus à notre arc. Alors, 15e question. Est-ce que je pourrais simplement arrêter de manger du sucre? Là, on rentre dans le vif du sujet de la nutrition. Donc, est-ce que je pourrais simplement arrêter de manger du sucre? Bien, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais malheureusement, non. Si on pouvait faire ça, ça serait vraiment simple. J'aurais plus de temps de travail comme nutritionniste avec les mamans qui ont diabète gestationnel. Mais on ne peut pas, parce que le sucre, comme je l'ai expliqué déjà, c'est la principale source d'énergie pour le cerveau, pour le corps, puis c'est essentiel pour la santé de la maman, mais aussi et surtout pour que le bébé puisse se développer correctement en bonne santé. Donc, si on se privait complètement de sucre pour la maman, peut-être pour la maman, il n'y aurait pas tant de conséquences, mais définitivement, le bébé, lui, il n'y aurait plus l'énergie qu'il lui faut pour se développer adéquatement. Donc, on ne peut pas tout simplement arrêter de manger du sucre. Il faut plutôt trouver un équilibre puis sur la quantité de sucre, puis comment faire ça pour qu'on ait des quantités que notre corps est capable d'utiliser, puis que ça ne s'accumule pas dans notre sang. Donc, question 16, encore une fois, en lien avec la nutrition, mais quels aliments contiennent du sucre? Alors, il y a beaucoup d'aliments qui contiennent du sucre. En fait, parce que, comme je l'ai mentionné, le sucre, c'est notre principale source d'énergie. Puis, le sucre, c'est le principal élément, macro-élément qu'on va manger dans notre alimentation. Donc, il va y avoir des fruits, que ce soit des fruits frais, en conserve, surgelés, peu importe la sorte de fruits. Les fruits, ça contient des sucres. Les féculents. Bon, les féculents, c'est par exemple les céréales, les pâtes, le riz, les légumineuses, les pommes de terre, les amidons, des fois on va dire ça. Donc, tous ces aliments-là, ça va contenir aussi des sucres.
Ensuite, il y a dans les produits à base de lait. Le lait lui-même contient du sucre, on appelle le lactose, du yogourt, du pudding au lait, de la crème glacée, des potages au lait. Ça va contenir du lait. Ah, puis d'ailleurs, une petite note au sujet du lait. Comme je l'ai mentionné, le sucre qu'on retrouve dans le lait, ça s'appelle le lactose. Et en fait, le lactose, c'est composé de plusieurs petits morceaux de sucre collés ensemble. Donc, il y a des gens qui ne sont pas capables de défaire ces petits morceaux de sucre collés ensemble parce que pour y arriver, ça prend une enzyme. Une enzyme, c'est comme des petits ciseaux chimiques dans notre corps qui nous permettent de digérer certains aliments. Donc, il y a une enzyme qui s'appelle la lactase qui permet de découper des petits morceaux de sucre du lactose, le sucre dans le lait. Puis il y a beaucoup de gens qui, une fois devenus adultes, ils deviennent intolérants au lactose. Ça veut dire qu'ils ne sont plus capables de défaire les petits morceaux de sucre du lactose. Alors, sur le marché, il y a des produits, on a du lait sans lactose. Mais le lait sans lactose, ça ne veut pas dire qu'il ne contient pas de sucre. Tout ce que ça veut dire, c'est que le sucre dans le lait sans lactose, il est déjà défait en petits morceaux. Donc, le lait sans lactose contient autant de sucre que du lait avec lactose, mais le sucre est sous une forme différente. Alors, dans le lait sans lactose, le sucre est déjà en petits morceaux défaits, pré-digérés, tandis que dans le lait régulier avec lactose, le sucre est comme dans un petit bloc avec d'autres morceaux de sucre. Donc ça, c'est important à savoir, là, justement, dans le diabète gestationnel. Des fois, les mamans ils ont la fausse impression que s'ils prennent du lait sans lactose, il va y avoir moins de sucre, mais ce n'est pas le cas. Puis, dans la dernière catégorie d'aliments qui contient aussi du sucre, bien évidemment, il y a les sucreries. Les bonbons, les sirops d'érable, le miel, la mélasse, les boissons sucrées. On va penser les boissons gazeuses, les cafés sucrés. Puis, on va avoir aussi, étonnamment, ça, des fois, ça surprend un peu les gens, on va considérer que les jus de fruits purs à 100%, mais ça fait partie des sucreries, ça fait partie des aliments sucrés. Puis, je vais vous expliquer un peu plus tard, juste après, un peu pourquoi. Mais donc, il faut savoir que c'est ça, les jus de fruits, même purs à 100%, c'est très sucré. Donc, au niveau du diabète gestationnel, ça peut être plus difficile à notre corps, pour notre corps de digérer le sucre des jus de fruits purs à 100%. Prochaine question, numéro 17. Quels sont les bons sucres? Souvent, on va me demander ça. C'est quoi les bons sucres, les mauvais sucres? Eh bien, dans notre corps, le sucre, c'est du sucre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre. Les cellules de notre corps ne font pas de distinction entre la provenance du sucre. Là, je vous ai dit, les sucres, où est-ce qu'on les retrouve dans l'alimentation, mais pour notre corps, il n'y a aucune différence. Au bout de la ligne, ça va toujours être du glucose qu'on appelle. Donc, tous les sucres que je vous ai mentionnés dans les aliments précédents, ils vont se retrouver et être digérés sous forme de glucose dans notre corps. Donc, tous les sucres sont équivalents. Par contre, ce qui va être différent, c'est la quantité de sucre, où il y a des fois différents types de sucre qui vont avoir des effets différents dans notre corps. Entre autres, là, je vous ai mentionné le lait, que le lait, au lieu que ça soit un sucre tout seul, c'est comme plusieurs petits morceaux de sucre collés ensemble. Fait que c'est un sucre un petit peu plus lent que, par exemple, dans les fruits. Dans les fruits, c'est un sucre tout seul. Donc, quand on va manger des fruits, directement, on va les manger, on va pouvoir les absorber. Nos cellules vont être capables d'utiliser le sucre directement. Tandis que dans le lait, comme j'ai mentionné, il y a une petite étape, c'est que la lactase va défaire le lactose en sucre individuel. Puis ensuite, bien, il y a dans les féculents, par exemple, les pommes de terre, des féculents que j'ai mentionnés, mais c'est vrai pour tous les féculents, où est-ce que là, ça va être des longues chaînes de sucre. Dans le lactose, c'est quelques sucres, mais dans les féculents, ça va être des longues chaînes de sucre. Donc, ça va prendre des enzymes pour défaire les féculents, encore une fois, puis découper en petits morceaux. Fait que plus le sucre est long, et dans une longue chaîne, plus ça prend du temps au corps à l'absorber parce qu'il doit le prédigérer, fait que les cellules ne sont pas capables d'utiliser l'énergie directement. Mais le fait que ça soit justement dans les plus longues chaînes, mais ça donne du temps aussi au corps d'être capable d'absorber.
Fait que ces aliments-là, ça donne de l'énergie plus lentement. Ça va augmenter graduellement, puis la quantité de sucre dans notre sang aussi va augmenter plus graduellement, puis elle va moins augmenter parce qu'on le digère tranquillement. Puis ensuite, ça va redescendre aussi plus graduellement. Tandis que dans des sucres qui sont simples, on va appeler des sucres rapides, mais là, notre corps, il va tout de suite les absorber, il va tout de suite l'utiliser, puis en grande quantité, puis ça va faire diminuer aussi rapidement. Donc, dans notre sang, on va voir le taux de sucre monter rapidement, beaucoup, puis après ça, ça va diminuer rapidement, puis beaucoup aussi. Donc, il va y avoir des effets différents. Mais, en termes de quantité d'énergie ou quoi que ce soit, il n'y a pas de bon ou de mauvais sucre. Fait que là, tantôt, je vous ai parlé des jus de fruits. La raison pourquoi que les jus de fruits, c'est considéré comme une sucrerie, c'est que les sucres qui sont dans les jus de fruits, ce sont des sucres simples. Et puis, en plus, sont en dilution, sont dilués dans l'eau. Fait que, vu qu'ils sont déjà dissous dans l'eau, c'est encore plus facilitant pour les absorber rapidement. Fait que ça fait monter le taux de sucre rapidement puis descendre rapidement. D'ailleurs, quand les gens qui ont le diabète, des fois, ils ont une baisse du taux de sucre, là, ils vont pas bien, on va leur donner, par exemple, du jus de fruits pour faire remonter le taux de sucre rapidement. Fait que c'est vraiment rapide. Et c'est pour ça qu'on le considère comme une sucrerie, puis que des fois, ça peut être comme trop de sucre tout d'un coup pour notre corps, comparé de d'autres aliments. Prochaine question. À part le sucre, est-ce qu'il y a d'autres éléments nutritifs qui contribuent à contrôler le taux de sucre? Ben oui, justement. C'est pour ça que c'est différent consommer du sucre versus dans un aliment en général. Donc, c'est pour ça aussi que des fois, le sucre dans les sucreries, là, ou c'est juste une cuillère de sucre, il y a une quantité de sucre, mais c'est pas la même chose que le sucre dans un fruit, parce que dans le fruit, il va y avoir d'autres éléments nutritifs, ou dans les féculents, ou dans le lait, par exemple. Donc, les autres éléments nutritionnels qui peuvent modifier l'absorption du sucre, il va y avoir, par exemple, les fibres alimentaires, les protéines, les matières grasses, puis l'eau aussi, comme quand j'ai dit le jus qui est dilué dans l'eau. Prochaine question, à l'avant-dernière question déjà, c'est quoi les grands principes nutritionnels pour permettre de contrôler le sucre quand on a le diabète de grossesse? Mais en fait, l'important, comme j'ai mentionné, pendant la grossesse, ça va être de manger du sucre en quantité suffisante, puis aussi de le répartir tout au long de la journée. On ne veut pas qu'il y ait des augmentations, puis après des chutes. On veut qu'il y en ait tout au long de la journée pour donner de l'énergie au corps, mais que ça soit petit à petit pour que le corps soit capable de digérer. On va aussi avoir des repas équilibrés. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait à peu près la moitié de notre assiette sous forme de légumes, un quart sous forme de protéines, un quart sous forme de féculents, puis avoir des fruits, une portion de fruits, une portion de lait. Fait tout ça, ça va nous donner des repas équilibrés, autant pour contrôler le sucre, mais aussi pour avoir les éléments nutritifs pour la grossesse. On va manger des collations qui contiennent du sucre et des protéines. Pas juste du sucre tout seul, aussi des protéines parce que ça aide le corps à absorber le sucre. Puis, on va aussi avoir souvent une collation en soirée qui est très importante pour nous donner de l'énergie pour toute la nuit. Donc, la collation pour la soirée, là, ça va être important d'avoir des glucides qui viennent d'un féculent, du lait et une protéine pour s'assurer que l'énergie nous permette de passer à travers la nuit. Puis finalement, la dernière question, la question 20. Mais comment je fais pour savoir c'est quoi un bon plan pour moi? Bien, comme toujours en nutrition, le diabète gestationnel, c'est pas une situation où est-ce que une taille fait pour tous. C'est pas one size fits all. Donc, c'est important d'avoir un plan, de trouver un équilibre qui convient à chaque maman avec un plan individualisé qui correspond à ses besoins spécifiques. Puis ça, c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. Ça peut même varier d'une grossesse à l'autre, puis ça peut même varier pendant la grossesse. Donc, c'est vraiment important d'être bien à l'écoute de ses propres besoins.
Puis selon moi, la clé pour arriver à ça, c'est pour ça aujourd'hui que je trouvais ça important de vous donner de l'information spécifique au diabète gestationnel, c'est vraiment de comprendre cette maladie-là, ses caractéristiques particulières, puis de comprendre les effets de l'alimentation, de l'activité physique, des saines habitudes de vie, mais de comprendre pour pouvoir se les appliquer à nos besoins, à nos habitudes personnelles. Donc, n'hésitez pas à poser des questions à vos professionnels de la santé. Ils sont là pour vous répondre, pour vous accompagner. Mais au bout de la ligne, vous êtes vraiment en charge de votre propre santé. Puis, seulement vous allez être en mesure de trouver le bon plan alimentaire. Chez Référence Nutrition, où est-ce que je travaille en pratique privée, on a différents services comme des consultations individuelles ou en groupe ou des formations qui sont offertes par des nutritionnistes comme moi, qui ont de l'expertise en diabète et en périnatalité. Alors, vous pouvez nous contacter au 450-918-4898 ou en visitant le site internet www.référencenutrition.ca. Il va nous faire plaisir de vous accompagner pour votre santé et celle de votre bébé. Merci beaucoup de votre attention.